Crise à Nice à présent. 2 jours après le tabassage des joueurs de Nice par leurs supporters, journée de communiqué. Aujourd'hui, communiqué du ministère des Sports, de la Fédération française de football, de la Ligue professionnelle de foot. 3 communiqués pour condamner les violences des supporters niçois. Un 4e communiqué a retenu mon attention, celui de l'association ultra-populaire Sud-Nice. Extrait. Aucun membre de l'association présent sur place n'a été témoin des prétendues violences ou dégradations alléguées par les joueurs. À cet égard, le rapport de police confirme une atmosphère hostile envers les joueurs, mais ne relève aucun fait de violence ou de dégradation. Arnaud Herman rapporte les propos des policiers hier dans un papier, dans un article. Vous avez pu peut-être découvrir aujourd'hui dans l'équipe, les forces de l'ordre ont consigné dans leur rapport une atmosphère très hostile, mais ne font pas état, excusez-moi pour la liaison, de violence. Flavien Trésarieux, êtes-vous là? Bonsoir Flavien. Les téléspectateurs de l'équipe du soir ne vous connaissent pas, mais les lecteurs attentifs de l'équipe vous ont reconnu, ont mis... Oh bah oui, c'est lui Flavien. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas Flavien. En tout cas, c'est pas chez lui, parce qu'il n'a pas de livre chez lui. Bon, Flavien, vous êtes taquiné par vos collègues. Auteur de l'article Gym au sol dans l'équipe du jour, donc 48 heures après les faits, y a-t-il une correction éventuelle à apporter sur les échanges de coups dont on a pris connaissance à travers votre article, dont a été victime Mofi, Boga, ou encore le directeur sportif Florian Maurice? Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Aucune correction à ma connaissance. Je pense qu'on reste sur la même lignée. Je pense que là pour le moment il n'y a rien qui a changé en termes de version. Je pense que c'est surtout celle des supporters qui est en train de péricliter ou de s'abîmer un petit peu à force de voir que la police va sortir une nouvelle enquête. En tout cas, il y a une nouvelle enquête qui a été confiée au service local de police judiciaire de Nice. Donc, on y verra peut-être un peu plus clair. Ça veut dire qu'il y a besoin d'éclaircir certains points par rapport au premier rapport de police. On pourra peut-être d'ailleurs utiliser des images de vidéosurveillance qui pourraient être difficiles quand même à utiliser, puisque non seulement il y a des supporters qui ont utilisé des cagoules, et puis il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même pas mal de fumigène, donc de fumée, donc évidemment les images seront peut-être difficiles à cerner. Flavien, est-ce que vous êtes surpris par la version des ultras et de la police? Comment l'expliquez-vous? En fait, je suis pas tellement surpris parce qu'il y a une volonté, à mon sens, de la part de certains supporters. Alors, je veux pas englober tous les supporters, tous les ultras, etc. Mais on sent qu'il y a quand même des choses qui ont été préparées en amont. Il y a eu des consignes qui ont été données, notamment sur les réseaux, déjà pour se retrouver. Et puis surtout, pour ne mettre absolument aucune vidéo, voire pour les supprimer. Il y a même des coups de pression qui ont été donnés à certains tweetos pour éviter justement qu'il y ait des preuves. Ça, c'est quand même quelque chose de compliqué parce que la limite entre mettre des coups de pression, faire passer son message à des joueurs, à tout un club, elle est ténue parce qu'on peut se dire qu'entre des coups de pression et des insultes et des coups, en fait, quelquefois, en fait, ça part complètement en vrille. Et puis, il ne faut pas oublier que même si tout le monde n'était pas alcoolisé, il peut y avoir aussi des supporters qui l'ont été. Donc, on était dans une scène d'extrême tension et puis elle a viré au chaos. Voilà, on ne va pas passer par 4 chemins et je pense que c'est important de le signifier. Flavien, je vais lire une partie de votre article, un extrait de Gym au sol. Boga subit des coups à la tête, au niveau du torse, dans les parties intimes. Le même sort est réservé aux Nigérians. Donc Terem Mofi, un témoin décrit cette scène de chaos ahurissante, 2 points, ouvrez les guillemets, le témoin donc témoigne. On lui a arraché son bonnet, tiré les cheveux, et ensuite il a pris une dizaine de coups, dont certains à l'entrejambe. Florian Maurice, un peu plus tard, essuiera lui à son tour des coups. Contrairement à ce qu'avancent les ultras, vous avez un témoin. En fait, il y en a plusieurs des témoins. Alors, on ne peut pas évidemment citer à chaque fois parce que sinon, il y aura beaucoup de témoignages anonymes finalement, et on se dit toujours que les anonymes, ça perd un peu en crédit ou crédibilité. Nous, là-dessus, il faut bien comprendre en fait que quand on sort une enquête comme ça, un rapport comme ça, qu'on essaye de décrire la scène, on n'a pas 1, 2, 3 témoins, on en a beaucoup en fait. Et là-dessus, on en a, je ne vais pas vous dire exactement, mais on en a plus d'une dizaine des sources. Donc, c'est pas quelque chose qu'on invente, on s'amuse pas à inventer des choses, à créer des complots, etc. Le problème, c'est qu'en fait, je trouve que les ultras utilisent ou se servent beaucoup du premier rapport de police qui, à mon sens, est quand même flou, qui parle de 200 personnes, alors que les personnes sur place savent qu'il y en a au moins le double.
Les joueurs, par exemple, vous diront qu'il y a des policiers qui étaient trop loin pour voir la scène. Il y a beaucoup de choses qui collent pas, en fait. Et donc là-dessus, les ultras, en fait, espèrent que ça soit du parole contre parole, sauf que c'est trop grave pour qu'on en reste là et qu'on puisse simplement les croire eux. Combien de journalistes ont participé à l'article que vous avez signé et qu'on a découvert aujourd'hui? Sur l'article principal, on était 4, plus un journaliste aussi qui était sur le côté police, donc ça fait 5. Chacun avec ses sources, chacun avec justement des retours. On a été complémentaires les uns avec les autres et on a travaillé toute la journée en fait. À partir du moment où on a été averti, à partir pour certains de minuit, minuit et demi, etc. On a passé, je sais pas, 12, 18 heures à travailler là-dessus. Et je peux vous dire que les téléphones ont chauffé. Donc, encore une fois, il n'y a aucun côté romanesque. On a beaucoup travaillé et de manière complémentaire tous ensemble. Dernière question, Flavien. Terem Moffi, 1 semaine d'ITT. Jérémy Boga, 5 jours. Avez-vous des nouvelles à nous donner de ces 2 joueurs? Ce qu'on sait, c'est que ces 2 joueurs se reposent. Ils ont eu quelques soutiens, notamment de joueurs. Eux, comme la plupart des joueurs en fait, du vestiaire, considèrent qu'ils n'ont pas été assez soutenus, qu'il n'y a pas eu assez de réactions rapides. Et donc, pour le moment, ces 2 joueurs-là, ils ne vont pas revenir tout de suite puisqu'ils sont en arrêt maladie, mais ce qui est important pour eux, c'est que justement, ils puissent digérer. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça peut être aussi le cas, d'ailleurs, on peut parler de Florian Maurice, qui lui n'est pas en arrêt, mais qui a été aussi secoué parce que lui aussi a été visé par des coups, des tentatives de balayette. C'est quand même important de le rappeler. Surtout, on parle des joueurs, mais là aussi on parle d'un dirigeant, un directeur sportif. C'est rarement arrivé dans l'histoire du foot français en tout cas. C'était Flavien Trésarieux, donc journaliste qui a signé le papier qui a fait tant parler, qui a généré quelques communiqués. C'était bien de vous donner la parole pour avoir des précisions, des éclaircissements et puis un peu de méthodologie sur la manière de travailler, ce qui permet tranquillement d'adoucir le climat. Vous avez une question à poser ou vous l'avez vu à la cantine, Flavien? Non, moi, ce que je comprends Bernard pas, Lyons. Flavien, il dit a raison que les joueurs n'ont pas été assez soutenus a posteriori, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'ont pas été assez protégés a priori. Parce que quand on écoute ce qu'il nous explique, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il y a des services quand même de la police qui sont spécialisés dans la surveillance, dans la lutte contre le hooliganisme. Donc vous n'allez pas me faire croire que personne n'était au courant, que ça a été une surprise incroyable de voir arriver 400 supporters à attendre les joueurs et qu'à un moment, il n'y a rien fait. Il n'y a rien qui a été fait pour la protection. Je crois que c'est dans ton article, tu dis que les stadiers, ils ont été un petit peu, mais bon, c'est toujours pareil, ils sont entre les deux. Mais pourquoi ils n'ont pas dépêché les forces de police ou dérouté le bus ou amené les joueurs ailleurs? D'ailleurs, je crois que dans ton article, tu dis bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui voulaient rester à l'hôtel ou pas retourner récupérer leur voiture. Et ça, je ne comprends pas. C'est évident, mais... Enfin, moi, je ne comprends pas que la direction de Nice n'ait pas été au courant. C'est impossible. De la présence de plusieurs dizaines de probable. Mais c'est pas probable, c'est impossible. Non, mais et quand bien même il le découvre sur le moment, c'est-à-dire à un moment tu vois 400 personnes, tu dis on descend pas, voilà, on attend. Et deuxièmement, que Flavien, je trouve que je ne dis pas qu'il se justifie, mais il n'a pas justifié. Il a d'autant moins justifié sur les témoignages anonymes. Non, mais on parle de l'anonymat. Moi, je comprends le témoignage, l'anonymat des témoignages. Je le comprends parfaitement. Et je le comprends d'autant plus que tout à l'heure, je regardais sur Canal+ des supporters niçois qui témoignaient de façon anonyme pour dire, l'un pour dire qu'il n'y a pas eu de violence, l'autre pour dire il y a eu quelques paires de claques de distribuer, mais bon, une claque, ça n'a jamais tué personne. Très bien. C'est invraisemblable. Voilà, ils sont devant leurs contradictions, les supporters, là-dessus. En plus d'être devant des faits, mais comment en plus devant des faits qui sont, moi je trouve ça aberrant. Mais non, mais comment il est possible que le rapport de police, que le premier rapport de police, c'est ça qui me paraît hallucinant. Comment le premier rapport de police explique qu'il n'y a rien. Enfin, en gros, ils s'attendaient, climat hostile, voilà, mais pas de violence. Pas de violence. Mais non, donc les gars qui ont frappé, c'est une chose. Simplement, je congédie Flavien. Vous n'avez pas forcément de questions à lui poser. Non, mais oui, mais on entend chez lui, mais voilà. Non, mais moi j'ai pas une question, mais elle a été noyée. Pourquoi la direction? Quelle était votre question? Parce que la question, c'est que je comprends pas ce que disait Flavien, qu'ils ont été pas soutenus. C'est déjà assez surprenant, mais pourquoi ils n'ont pas été protégés en amont? Et pourquoi la direction n'a-t-elle pas dérouté le bus, quoi? Flavien, est-ce que vous avez une réponse à ces questions qui émergent du plateau? Qui m'empêche de dormir cette nuit. Alors, s'il y a une réponse que je peux vous donner, c'est qu'évidemment tout le monde était au courant.
tout le monde était au courant qu'il allait y avoir des supporters. Là, la question, c'est justement qu'est-ce qu'on fait et à quoi s'attendre. Nice, c'est un club où les supporters, on sait, peuvent être assez chauds, mais on sait aussi que le club essaye de les écouter au maximum, de créer une espèce de dialogue. Le problème, c'est que je pense qu'ils ont pas, ils ont sous-estimé le côté un peu chaud de certains supporters. Et en fait, ça a marqué les joueurs en sortant, et ça a d'autant plus marqué les joueurs que rien que dans la journée là d'hier, et même d'ailleurs sur les dernières heures, il y a des joueurs qui se sont fait des films aussi. Il y a même un joueur, je ne vais pas le citer, mais qui a eu l'impression d'être suivi aussi dans un de ses déplacements en voiture. Donc ça montre à quel point en fait on trouve que c'est de la rigolade et quelques claques qui ont été mis, mais en fait je crois qu'on minimise totalement la portée psychologique, et je ne vois pas en quoi sportivement ces joueurs-là vont pouvoir donner le maximum sur les prochains matchs, quoi. Donc il y a une incompréhension de la part des joueurs vis-à-vis des supporters, mais surtout de la part de leur direction, parce qu'ils ont l'impression d'avoir été abandonnés. Le prochain match est contre Angers. Virginie, vous avez d'ailleurs quelques informations à nous donner par rapport à ce match-là. Il est classé à risque. Il est classé à risque. Alors, il ne l'était pas initialement, mais forcément, les graves incidents ont changé la donne. Les autorités publiques vont revoir leur dispositif autour de cette rencontre. Et ça va se disputer dans un climat sous haute tension face à Angers. Question pour Flavien d'Hervé Penaud. Cher Flavien, bonsoir. Non, juste pour savoir, mais qui décide dans ce club? Parce qu'on dit effectivement, en amont, il aurait pu avoir de la police. Mais qui décide au final? Visiblement, c'est pas Florian Maurice, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc qui est la tête pensante et qui décide? Qui décide, tu connais déjà la réponse, c'est Fabrice Boquet. Après, la question, c'est est-ce que Fabrice Boquet aurait dû être là? Je pense que oui. Évidemment, dans ses habitudes, et il faut le rappeler, il ne fait pas comment on appelle, le chemin de retour au centre d'entraînement après les déplacements. Ça, c'est une certitude. Après, il savait aussi que ça allait être tendu avec les supporters. Mais là, pour le coup, je ne suis pas dans sa tête, et je pense que c'était à lui, effectivement, de s'exprimer. Et c'est ce qu'il allait faire après coup auprès des Ultras hier soir. C'est une faute, hein. Non, mais j'ai lu aussi que d'habitude, quand il vient en déplacement, il laisse sa voiture à l'aéroport. Oui, c'est ce qui était raconté dans l'équipe. Donc il repart avec. Mais comment se fait-il que la direction, tu arrives avec un bus, tu vois du monde, pourquoi tu descends du bus? Au-delà du fait que lâché par les dirigeants, Radcliffe, bon, il est à l'autre bout du monde, il vit pas là. Moi, je sais pas, tu es un responsable, tu es un dirigeant, même Ace, l'entraîneur. Alors, c'est pour faire plaisir aux supporters ou tu as peur que ça dégénère davantage. Mais pourquoi tu descends du bus? On connaît l'histoire. Ça s'arrange pas sur un parking. Ça en vient aux mains, en règle générale. Pourquoi ils descendent? C'est surtout si j'ai bien compris, les ultras qui sont montés dans le bus. Oui. Mais tu ouvres les portes. Pourquoi tu ouvres les portes? Ah oui. Non, y en a un, je crois, à un moment donné, tu peux éviter, avec l'expérience que tu as de l'écosystème du foot, que tu perds, tu arrives, il y a 400 mecs énervés, des fumigènes. Ils t'ont déjà dit la semaine d'avant, si ils les ont insultés, ça a commencé. Ace avait envoyé déjà des fusées de sauvetage en disant je veux arrenter. Les joueurs ne mettaient pas un pied devant l'autre. Un jour, Abdoul Samed, on lui a craché dessus. 0 victoire en petite Coupe d'Europe, etc. Tu vois 400 mecs qui t'attendent. Cagoulé, les fumigènes, quand tu y arrives, tu arrives avec le gâteau, tu viens de prendre 3-1. Enfin, moi, je descends pas. Avez-vous une explication, mon cher Flavien, à la remarque pleine de bon sens d'Éric Blanc? Il faut me prendre comme dirigeant. Pour laquelle? On ne descend pas du bus. Au moins, je te pousse tout seul. Voilà, fallait-il descendre du bus? Question assez concrète, pleine de bon sens. Pourquoi ils sont descendus du bus? Je rappelle simplement, ça pour le coup on l'a écrit, c'est que y a des joueurs qui voulaient pas descendre du bus, mais l'un des leaders de la Populaire leur a dit vous inquiétez pas, il se passera rien, on veut juste discuter. Sauf que la problématique, c'est que en fait, cette personne-là n'a pas pu diriger suffisamment avec suffisamment d'autorité le reste des congénères qui étaient à côté, qui étaient remontés. Et donc les joueurs à Nice, normalement, on les pousse, mais historiquement, en fait, à discuter en fait avec les supporters, parce qu'on part du principe que les supporters c'est aussi leur club et qu'ils ont le droit d'être entendus. La limite et ce qui pose question, c'est jusqu'où en fait. Et là, pour le coup, les joueurs il
n'y a pas eu de stadier réellement en bas des portes. Et donc, du coup, ils ont eu l'impression d'être laissés à eux-mêmes, quoi. Mais il fallait bien qu'ils descendent, parce qu'après, ils ne pouvaient pas repartir. Et le bus, elle a été secouée. La police, eux, ils ont l'impression que la police les a délaissés, pour le coup. Donc, ils étaient coincés, en fait. Nicolas Villas. Ouais, Flavien, juste une question. Alors, sans trahir tes sources ni le secret des dieux, mais est-ce que parmi les personnes que vous avez eues au téléphone, je sais pas, vous avez eu un écho de la part du responsable de la sécurité? Il y a bien quelqu'un qui doit gérer ça, j'imagine, au gym. Est-ce que cette personne était au courant? Est-ce que quelque chose filtre par rapport à ça? Parce que finalement, c'est ça le nœud du problème. Que le président lui-même n'incarne pas la solution à ça, on peut entendre, mais il y a bien une personne qui gère la sécurité à Nice. Visiblement, ils étaient au courant, d'après ce que tu as l'air de dire. Quand bien même ils ne l'étaient pas, quand ils voient 400 personnes, il y a bien une personne à un moment qui prend la décision de on descend pas dans cette situation-là. Est-ce qu'on a un écho de quelqu'un à Nice, même de façon officieuse, sur cette question-là quand même? Non, je pense qu'ils considéraient que les supporters étaient pacifiques et qu'en en fait, ils allaient simplement crier, leur dire mouiller le maillot, et puis basta, chacun regagne ses pénates, en fait. Tout le monde était au courant. De toute manière, il suffisait d'aller sur les réseaux sociaux pour voir qu'il y avait rendez-vous à 23h. Hein. De toute manière, il n'y avait pas besoin d'être responsable de la sécurité pour ça. Je pense simplement qu'ils ont laissé, ils ont été négligents. Ils ont été négligents ou ils se sont servis un peu des supporters, comme ça arrive des fois dans des clubs, en disant on va laisser, puisque ça va être trop choc interne, l'entraîneur, le machin, ça marche pas, on va laisser faire les supporters qui les secouent un peu pour justement qu'ils se secouent. Et ça leur a échappé, en fait. Parce que souvent, ce genre de procédé, c'est une bombe de glycérine qui te pète à la figure. Non, mais c'est pas parfois, c'est systématique. C'est systématique? Ah ben oui, cite-moi un exemple, ça c'est pas... Oui, mais dans la situation quand même du gym... Laisse répondre Fabien. Ouais, bon, enfin, qui est à la... On s'en fiche, ta réponse. Non, mais j'ai 50 ans de sport, de vestiaire, de match. Oui, mais t'as pas été à Nice, toi. T'arrives, il y a le feu au club. Si tu perds même moi, dans mon canapé, je les suis pas, c'était le feu, 400 mecs. Tu sais que, enfin, je sais pas, tu vas pas discuter, peace and love, Kofi Annan, et puis on va régler le problème ce soir à 23h alors qu'on s'est fait rouler dessus à Lorient. Non, la question de Bernard, on revient sur l'instrumentalisation du club pour s'en servir comme d'un électrochoc. Est-ce que c'est une hypothèse risqué, que vous aussi, sur laquelle vous travaillez ou vous avez envisagé? Le problème, c'est qu'elle ouvre beaucoup de questions et pour le moment, à ce stade, c'est encore difficile d'y répondre, en fait. Simplement, évidemment, après, nous, on pose des questions. On essaye de voir aussi en dehors du club parce qu'il y a des côtés politiques. Mais le problème, c'est attention à ne pas virer au côté complotiste. Évidemment, à Nice, on sait qu'il y a beaucoup de manipulations et que ça peut être des coups de pression. Après, je pense que personne n'avait prévu que ça se dégrade comme ça et qu'on en finisse avec un coach qui est sur le départ et un directeur sportif qui se pose des questions. Mettre un coup de pression aux joueurs pour leur dire bougez-vous, c'est une chose. De là à perdre la seule personne qui soutienne, c'est-à-dire le coach, c'est quand même se tirer une balle dans le pied pour le coup. Et donc, si quelqu'un avait voulu manipuler la chose, je pense qu'il a complètement perdu le contrôle. Ce soir, Nice Matin annonce que Francaise va quitter le club. Il annoncera son départ aux joueurs demain. Un accord financier devrait être trouvé. L'information a été confirmée par l'équipe. Francaise, voilà. Est-ce que la thèse, c'est que finalement, ça a été la goutte d'eau ou finalement, Francaise et son départ, c'était, on va dire, un peu dans l'air bien avant cette violente bagarre entre les supporters et leurs joueurs? En fait, c'est difficile de répondre parce que je pense qu'il a été sincèrement marqué en fait par d'abord à la base il a sous-estimé en fait ce qui s'est passé dimanche soir et en fait après coup une fois qu'il a compris la chose il a voulu se montrer très très solidaire et considère qu'en fait il peut plus travailler dans ces conditions. Après, est-ce qu'il a pris cette décision juste par rapport à ce qui s'est passé dimanche soir? Moi, j'ai l'impression que quand même, il a essayé d'utiliser beaucoup de leviers, d'outils, etc. au cours de cette saison, et qu'il voit que pour la première fois de sa carrière, on va pas dire impossible, mais c'est très très difficile de remédier, d'améliorer les résultats et de tirer quelque chose de cette équipe. Voilà. Après, de dire que c'est une échappatoire, je dirais pas parce que je pense qu'il est suffisamment investi et professionnel pour essayer d'aller jusqu'au bout. Et sur les derniers jours encore, il avait l'air extrêmement motivé à essayer
de trouver le maximum de solutions pour essayer de faire mieux. Même à titre personnel, en tant que coach, il a aussi une carrière à suivre et à montrer qu'il est capable, dans les difficultés, de tirer une équipe vers le haut, quoi. C'était Flavien Trésarieux, donc auteur de Le Gym au sol, aujourd'hui dans l'équipe, avec une discussion fort intéressante. Dans quelques minutes, la situation de Hez, donc son départ est acté, il l'annonce demain aux joueurs. Est-ce que c'était la seule issue possible? On en parle ensemble. La crise n'en finit plus de durer du côté de Nice. Dernière information ce soir, une information Nice Matin confirmée par nos confrères de l'équipe. Franck Hez va quitter le club, il annoncera son départ aux joueurs demain. Le départ de Franck Hez, était-ce la seule issue possible? Bernard, oui, qu'est-ce qui vous surprend dans ce feuilleton, vous? La seule issue possible, si Franck Hez était responsable de tous les maux, ça y est, alléluia, l'OGC Nice est sauvé. Alors que je ne le pense absolument pas. Moi, la seule chose, c'est quand je l'ai vu repartir, Franck Hez, je l'ai trouvé très fatigué en fin de saison dernière. Je lui posais la question de l'intérêt de... Il avait fait un malaise, je crois. Oui, il avait fait un malaise après. Il a un peu un match, il avait été hospitalisé, etc. Et on les sentait très fatigués. Quand tu entraînes et tu vis une aventure émotionnellement aussi riche au RC Lens et tu rebondis sur un club aussi exigeant que le GC Nice, il faut avoir énormément d'énergie. Moi, je l'avais trouvé en fin de saison. Je le connais moins bien qu'Hervé, mais je l'ai trouvé un peu fatigué. Et je me suis dit, non seulement il repart, mais en plus, il le prolonge de 3 ans. Ça, j'ai pas compris l'urgence absolue de le faire. 4 ans même, 2029. C'était 4 ans, je crois que c'était 2028 de mémoire, pardon. Et voilà, et tu as l'impression que depuis le début de la saison, il lui manquait de l'énergie. Et donc, c'est une conséquence logique. Mais encore une fois, et c'est ce que j'ai dit dans mon proverbe, que comme d'habitude, tu n'as pas écouté, c'est pas du tout le responsable de tous les maux. Il faut remonter bien en amont, de désengagement, voire même le désintérêt d'Ineos, explique beaucoup le marasme dans lequel se retrouve le GC Nice, et que quelque part, Franck Hez... Je sais pas pourquoi tu dis ça, parce que le projet niçois, quand même, depuis qu'il est au soleil, est assez clair. On sait où ils veulent aller. Et on savait. Non, mais t'as raison, c'est assez clair maintenant, puisque Ratcliffe l'a dit, il s'en fout. Ouais. Non, mais il l'a dit. Maintenant, c'est clair. Ça a le mérite de la clarté, pour une fois. Mais c'était extraordinaire. Non, mais je fais juste une parenthèse, après, promis, je parle plus, mais ce qui est assez quand même incroyable, c'est qu'il est adossé à un club d'une puissance incroyable qui s'appelle Manchester United, ne serait-ce que dans le vivier joueur. On critique à Strasbourg, qui s'appuie sur Chelsea pour faire venir des joueurs. Cet été, on aurait pu un peu aider le GC Nice, les supporters et Franck Hez, en se faisant prêter le 25. Non, mais il paraît qu'il y a des joueurs qui voulaient aller à Nice, ils allaient voir Ratcliffe, ils disent non, on n'y va pas, c'est nul là-bas. Ce soir, le club de Nice dépose plainte auprès du parquet de la ville, donc 24 heures après le dépôt de plainte des joueurs Mofi. Une histoire que j'ai lue dans l'équipe. Hier soir, le club a fait un communiqué pour condamner ces violences. Ça, c'était, voilà, ils ont passé leur journée à faire des petits communiqués. L'équipe précise que les cadres du vestiaire ont exigé que le président Fabrice Boquet, donc que le club ponde absolument un communiqué. C'était pas l'idée initiale de Fabrice Boquet. Sinon, les joueurs auraient menacé de faire grève demain pour l'entraînement. Il a donc fallu un coup de pression, un petit coup de pression des cadres du vestiaire pour dire pond un communiqué. Boquet est-il, Fabrice Boquet est-il dépassé? Je vous rappelle un épisode Nice-Marseille, je crois, où il y a eu une invasion de terrain ou des jets de projectiles, enfin je ne me rappelle plus les circonstances, mais des incidents assez sérieux. Et c'était pas Fabrice Boquet à l'époque, c'était Jean-Pierre River, qui arrivait quand même à défendre les supporters niçois et à dire que c'était parce que... sur ce plateau déjà, sur ce plateau, à ma place. Il avait reconnu qu'il s'était trompé. Combien de temps après alors c'était à mon avis août 2022, donc 2024, 2 ans plus tard. Il y a quand même je trouve que c'est un peu dans l'ADN de la direction niçoise d'être obligé d'être mis devant le fait accompli, et encore même quand ils sont devant le fait accompli. Non, mais sa réaction, honnêtement, comme président, elle est incroyable. Effectivement, c'est quand même, si c'est vos joueurs qui vous demandent de faire un communiqué alors que vos propres joueurs ont été frappés, mais c'est invraisemblable. Et moi, je trouve qu'effectivement, je ne vois pas tellement ce qu'il fait à la tête du club. Mais tu as dit un truc là quand même qui est assez fort, parce que ça fait 24 heures qu'en gros, il y a une espèce de guerre sémantique. Tu as utilisé le mot frappé. Et visiblement, le rapport de police, ce qu'on lisait dans l'équipe, ne faisait pas état de coup. Et là, il y a 2 versions qui s'opposent. Mais c'est une circonstance aggravante. Si jamais vraiment il y a des coups qui ont été portés, il y a quand même 2 joueurs qui ont une ITT, un arrêt de travail là et qui ne s'entraînent pas. 5 jours, une semaine. Mais dans quel métier, même si c'est un métier où ils sont très bien payés ou quoi que ce soit, ils font pas du MMA jusqu'à nouvel ordre. Et même les combattants de MMA en dehors du ring, ils se battent pas. Dans quel monde on a le droit d'insulter des gens, les accueillir en faisant un cordon humain où ils se font insulter, cracher dessus, arracher des bonnets, etc.
c'est de la violence. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de coup, éventuellement, et il y a une autre enquête qui a été ouverte, Flavien nous l'expliquait, la violence, c'est pas que des coups. Donc, ça n'est pas acceptable. Mais Nicolas, même un supporter a dit sur Canal+, qu'il y a eu des paires de baffes de distribuer. Donc, il y a eu des coups. Mais tu as raison. Mais moi, si tu veux, il y a une espèce de justification, mais qui fait partie du fameux folklore. Y compris nous, les médias, on a une responsabilité là-dedans, à cautionner ce genre de choses. Ça n'est pas le folklore. Non, mais jamais on a cautionné ça. Moi, j'ai jamais. Non, mais même dans les médias, je l'ai trouvé. Non, Nico, j'ai jamais. Non, mais Nico, parfois, ça fait partie. Oui, mais pareil, coup de pression. Moi, j'ai jamais entendu dans la presse, enfin en tout cas. Mais pareil, coup de pression. Les gens que je connais dire que c'est un coup de pression. Peut-être, pas dans la presse. Mais ce que je veux dire par là, c'est sous prétexte qu'il n'y a pas eu de coup, c'est pas grave, c'est pas de la violence, ça fait partie du truc. C'est pas parce que ça existait que c'est cautionnable. Tout cela, c'est une forme de violence et c'est condamnable et ça sera très certainement condamné. Aujourd'hui, le club de Nice, c'est quoi? Est-ce que toutes les entités se replient sur soi-même, c'est-à-dire le président Bocquet, il est isolé, le directeur sportif Laurent. Mais après, il faut voir s'ils n'ont pas des coups de pression aussi. Les joueurs sont isolés. Est-ce que c'est ça une crise dans un club? En fait, on a la radiographie de ça. C'est finalement tout le monde se replie sur soi-même et ça n'échange. Non, mais là, c'est une crise comme on en connaît rarement dans un club. Parce que vous avez souvent des crises de résultats qui fait qu'effectivement, ça crée des tourbillons un petit peu internes. Mais là, ce qui s'est passé, les joueurs qui vont mettre la pression sur le président du club pour dire, je vous préviens, si tu ne fais pas un communiqué, nous, on ne vient pas à l'entraînement. Là, on est allé ailleurs. L'entraîneur qui va démissionner, non mais c'est un club en lambeaux aujourd'hui, Nice. C'est un club en lambeaux qui va prendre l'intérim. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je ne sais pas où ce club peut aller. Et puis il va falloir aussi que les supporters un peu les pointer du doigt aussi. Il faut que le club accepte aussi de pointer ses propres supporters du doigt. Vous avez parlé il y a quelques minutes d'Ineos. Tous les signaux montrent qu'Ineos veut vendre. Le club, je vous le rappelle, a été racheté donc en 2019 100 millions d'euros. Mais il n'y a pas d'acheteur demandé. Voilà. Ineos voulait le vendre 250 millions, ils ont fait une petite décote à 150 et voilà. Mais un club en Ligue 2, ça vaut combien? Ça vaut pas. Ce qui me désespère d'autant plus, c'est que c'est un club qui, depuis quelques années, travaille énormément et travaille très bien sur la formation. Voilà, il y a des jeunes qui vont arriver, vous allez voir, il y a un vrai potentiel dans ce club. Ils ont travaillé sur les infrastructures avant l'arrivée d'Ineos, avant là, et qu'en fait, comme on dit, une expression chère à Philippe Sansfourche, le poisson pourrit par la tête, et que tout ça, ça va saper tout ce boulot qui a été fait dans l'ombre, mais qui est très important. Mais donc moi, je suis effectivement très inquiet pour l'avenir de l'autre. Mais tu sais, on touche du doigt une chose quand même qui est hyper intéressante dans la sociologie du supporter. C'est ce sentiment d'appartenance qu'ils ont, c'est-à-dire le club leur appartient quelque part. De propriété. Exactement. Sauf qu'en France, ça n'existe pas parce il n'y a pas de système de socios, il n'y a rien qui existe. Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait que certains commencent à s'y mettre également. Mais vous savez, les supporters de Manchester United avaient connu ça au moment avant les Glazers, etc. Mais ils fondaient votre club. Mais je veux dire, il n'y a rien. Ce qu'ils ont fait, Manchester, d'ailleurs. Mais c'est ce que je te dis. Quand ils ont créé un club dissident, l'histoire du foot a été ainsi faite, des dissidents qui n'étaient pas d'accord avec certaines choses, et ils seront propriétaires de leur club. Pause.